Je propose qu'on démarre avec des questions d'actualité, des questions de fond. Ouais, c'était un peu le but de cette petite réunion. Alors vous avez déjà dit que le monde ressemblait de plus en plus à un couloir d'aéroport. Depuis que vous êtes en exil en Suisse, malgré tout, est-ce que vous pouvez évoquer les grandes différences dans le style de vie, dans l'environnement quotidien entre la France et la Suisse? Ouais, c'est toujours amusant de s'adonner à ce petit exercice. Déjà, l'avantage de la Suisse, c'est que c'est beaucoup plus calme. C'est quand même agréable. Deuxièmement, moi qui suis motard, on n'a pas besoin de mettre d'antivol sur la moto. Ça vole quand même beaucoup moins qu'en France. Si je reste dans les véhicules motorisés, le côté un peu pénible pour un Français, enfin comme moi en plus motard, c'est que les Suisses roulent très lentement, ils sont très prudents et ils n'ont pas du tout le pilotage à l'italienne. Donc quand on est habitué comme moi à avoir roulé pendant 40 ans à Paris banlieue, on a quand même une approche assez vive de la question, parce que c'est même nécessaire, ça peut être un peu pénible. Mais enfin le principe c'est à Rome fait comme les Romains, je m'adapte. Mais parfois c'est vrai que je suis un peu étonné. Parce que ce qui est très notoire en Suisse, comme les Suisses sont riches, vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup de Porsche et de Ferrari. Et les types sont en Porsche et en Ferrari et roulent à 50 à l'heure. Ils respectent strictement les limitations de vitesse. Donc ça induit une certaine psychologie. Parce que ça doit être quand même insupportable de rouler à 50 dans une Porsche. Moi je roule à 50 en Lada, c'est supportable parce qu'en 50 à Lada, on a quand même l'impression d'être à 80. Quoi. Mais à 50 dans une Porsche, on a l'impression d'être à 30. Et ça c'est très très suisse. Ils ne sont pas pressés et ils ne sont pas très énervés. Quoi. Ce qui a ses bons côtés. Sinon, sur l'aspect plus provincial de la Suisse par rapport à un pays comme la France, qui est beaucoup plus marqué par l'américanisation, la mondialisation, la Suisse est aussi un pays protectionniste, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Est-ce que ça a des conséquences dans le style de vie, dans le mode de consommation, dans les produits du quotidien? Je vois sur quel terrain vous voulez m'amener. Comme je fais les courses en tant que célibataire, il y a deux grandes surfaces en Suisse, c'est la Coop et la Migros. Et en fait, ce qu'on découvre, comme c'est un pays protectionniste, parce qu'ils ont un coût salarial très élevé, donc sinon ils ne pourraient pas tenir. C'est d'ailleurs une question de fond, la question de la frontière pour un pays qui a un si haut standard de vie. C'est qu'en fait, il y a beaucoup moins de produits de consommation courante qu'en France. Le choix est beaucoup moins étendu. Et puis comme c'est un peu un marché captif pour pas mal de produits, il n'y a pas d'effort de merchandising et de renouvellement de l'habillage. Donc on a des produits qui sont très, je dirais pas ringards, mais vieillots dans la présentation. Et au début, moi, quand je suis arrivé, et que je faisais mes courses à la Coop, j'avais un peu l'impression d'être dans un pays de l'Est, tu sais, en Yougoslavie ou des trucs comme ça. Et donc il y a un paradoxe, parce que c'est à la fois un pays très riche, et d'un point de vue de la consommation de base, c'est beaucoup plus pauvre en termes d'offres et en termes de présentation visuelle qu'en France. D'ailleurs, les Suisses qui sont des frontaliers, là, puisqu'on est très près de la France, même s'ils critiquent beaucoup d'ailleurs les Français qu'ils appellent les frouzes, on est un peu leurs Arabes. Hein. On est quand même considérés comme des demi-voyous, des demi-voleurs, des grandes gueules, des emmerdeurs, on a une mauvaise réputation. Mais quand beaucoup passent la frontière, ils vont d'ailleurs... ici, ils vont souvent à Ferney-Voltaire, ce qui est assez marrant symboliquement, pour faire leurs courses à Carrefour, parce qu'il y a infiniment plus d'offres. Hein, ce qui veut dire que la France est un pays plus pauvre, mais avec une beaucoup plus grande diversité de produits de consommation courante. Donc ça, c'est des petits marqueurs, des petites différences intéressantes. Vous avez fondé Égalité et Réconciliation en 2007. On peut se poser la question, est-ce que l'espace politique que finalement Égalité et Réconciliation a occupé aurait été occupé par quelque chose d'autre si vous ne l'aviez pas fondé? Eh bien, si je vais être un peu orgueilleux, je dirais, sans moi, probablement pas. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment un profil très atypique. C'est-à-dire que je suis composite, paradoxal, même raffiné, je dirais. Et en fait, ER a un positionnement qui me correspond forcément. Et d'ailleurs, j'avais réussi à terroriser par gauche du travail, droite des valeurs. C'est-à-dire qu'on est très transcourant, avec une dimension qu'on peut considérer comme assez de gauche, qui est ce goût pour l'avant-garde esthétique, des goûts musicaux qui sont en général pas ceux de l'extrême droite, et en même temps on a toute une dimension identitaire. Bon, ça nous rapproche d'ailleurs de l'école française qu'on appelle pré-fasciste, hein. On voit bien Valois, on voit bien Sorel, on voit bien Proudhon, notamment d'ailleurs le cercle Proudhon. Mais c'est vrai que si on réfléchit par rapport à la politique démocratique qui est la recherche du plus grand nombre, hein, la recherche du majoritaire, c'est sûr que de ce point de vue-là, on est dans un positionnement que je pourrais appeler élitiste et qui me fait beaucoup penser à ce que Guénon appelle l'aristocratie de l'esprit. On n'est pas dans la recherche de l'opinion majoritaire et c'est pas mon profil. Donc en fait, on est
On est plutôt sur une avant-garde qualitative, on va dire, ce qui me rapproche de mes goûts de jeunesse, si on veut en parler. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Égalité et Réconciliation, ce genre de courant un peu paradoxal, raffiné, transcourant, quoi, n'aurait sans doute pas trouvé sa place. Donc il y a le côté que j'aime bien, c'est le côté complexe, raffiné, rare, et puis le côté qui est la contrepartie, c'est que on n'a aucune chance, je dirais, de récolter l'adhésion de la majorité, mais à la limite, la course à l'opinion majoritaire a quelque chose, je le dis, c'est mon côté antidémocrate, qui est toujours un peu dégoûtant, démagogique, et forcément, je dirais même pas médiocre, mais moyen par définition. Justement, pour revenir sur vos goûts de jeunesse, parmi eux figure Michel Clouscar. Vous savez qu'il a été fait état du désaveu qui a été obtenu de lui à votre égard. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode ? Alors déjà, Clouscar, c'est pas vraiment mes goûts de jeunesse, parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique à partir de 15-16 ans, et étrangement par le personnage d'André Breton, c'est-à-dire l'avant-garde esthético-politique, parce que ça prétendait être politique, même si c'était un peu naïvement politique, puisqu'on était déjà dans le marxo-freudisme, plutôt dans le freudo-marxisme. Mais j'aimais bien cette idée d'avant-garde esthétique et d'avant-garde politique qui correspond à la période d'immédiate Première Guerre mondiale, le mouvement Dada, puis ce qu'on appelle la révolution surréaliste, qui était soi-disant essayer d'allier l'avant-garde esthétique et la démarche commune avec ce qui était à l'époque la révolution russe. Et c'est vrai qu'il y avait une dimension esthétique, une dimension révolutionnaire qui me plaisait beaucoup. Mais comme je me suis mis à travailler, entre guillemets, à m'instruire et à faire monter mon niveau, je dirais, de conscience, assez vite je suis passé, pour simplifier, effectivement, d'André Breton à Clouscar. Mais Clouscar, c'est plutôt mes 30 ans. Donc c'est un goût de maturité, pardon. Oui, c'est le moment où, grâce à Clouscar, j'ai fait la synthèse de ce que j'avais du mal à conceptualiser, qui était le libéralisme libertaire. Je voyais bien qu'il y avait une contradiction profonde entre la branchitude, on va dire, parce que je viens de là, et puis le sérieux marxiste. Et qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Et c'est là que j'ai eu cette illumination en lisant Clouscar, parce que ça correspondait à ma sensibilité. Ce que je sentais, c'est qu'en fait, le libertaire n'avait pas été le prolongement de la gauche, enfin de la gauche marxiste et socialiste, mais ça avait été l'inverse, le moyen de la détruire de l'intérieur, et qu'en fait, le libertaire était le meilleur allié du libéral, et non pas le prolongement du social. Or, aujourd'hui, on est toujours, de la part de la gauche, et notamment de ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, on est toujours dans ce mensonge, où on prétend que le libertaire est le prolongement du social, alors qu'en fait le libertaire est évidemment la possibilité pour le libéral d'étendre son marché et surtout de triompher en douce, je dirais de manière subtile, du sérieux de gauche. Et c'est là vraiment où on en est aujourd'hui. La conséquence extrême de ce mensonge, c'est le LGBT, le woke et le cancel. Et ça, je remercierai toujours Clouscar de m'avoir aidé à conceptualiser ce sentiment, qui était une souffrance, parce que je me sentais à la fois de l'avant-garde, de gauche, et en même temps de plus en plus éloigné des gens qui tenaient le haut du pavé dans la branchitude. C'est, je dirais, d'une certaine manière, ma fâcherie avec des types comme Becbédé. C'est qu'à un moment donné, ils ont rejoint le camp atlantiste, ils ont prétendu que l'Amérique protégeait le monde, et ils ont prétendu rester dans l'avant-garde esthétique, tout en étant finalement des valets de la tendance néoconservatrice. Et Clouscar m'a aidé à non seulement échapper à ce piège, que de toute façon je ne serais pas tombé dans la combine parce que ça puait, mais j'ai pu le conceptualiser et donc pouvoir répondre efficacement à ces gens qui en plus commençaient à me traiter de fasciste, parce qu'en plus c'est ça le truc. Vous essayez de rester fidèle à la question sociale, donc fidèle au peuple et tourné vers la souffrance du peuple. Et les gens qui ont trahi et qui jouent le jeu de la domination capitaliste et de l'hyperclasse vous traitent de fascistes et de racistes. Ça a été vraiment la dégueulasserie de la séquence 90 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai contribué à sortir Clouscar de l'anonymat, parce qu'en fait, c'était un grand penseur marxiste qui avait toujours été marginalisé par le PCF. Le PCF éditait ses livres aux éditions sociales, mais n'en faisait pas la promotion, parce qu'en fait, il y avait deux grandes tendances au PC issues des années 60-70. C'était la tendance néo-humaniste avec Garaudy, et la tendance structuraliste avec Althusser. Et en fait, Clouscar, lui, qui restait dans la dialectique, c'est-à-dire ce qu'on appelle ni sujet, ni structure, mais la dialectique structure-sujet, pour ceux qui ont une formation un peu sérieuse, qui était donc le vrai continuateur de la pensée marxiste sérieuse, Marx, Lukács, voilà, ces penseurs de la dialectique, étaient marginalisés parce que le PC le considérait comme trop subtil pour faire masse. On est toujours dans cette tragédie de vouloir faire masse et de sacrifier de l'intelligence, de sacrifier de la finesse, de sacrifier de l'honnêteté pour essayer de faire masse. En général, on échoue sous tous les plans parce que conceptuellement, on produit de la merde et en plus, on fait pas masse. Et ça s'appelle d'ailleurs l'effondrement du PCF. Comment on passe de Georges Marchais à Marie-Georges Buffet. Et aujourd'hui, je ne sais même pas le nom
des dirigeants du PC, personne n'en a plus rien à foutre, ça n'existe plus. Et je crois que la dernière fois que j'ai vu l'humanité, c'était au fond de la caisse d'un chat, quoi. Voilà, parce que le format correspond. Et pour revenir sur Plouskar, effectivement, à un moment donné, j'ai été désavoué par Plouskar. Il y a deux raisons. Il y a d'abord parce qu'il était vieillissant et qu'il a eu un grave accident de voiture, une des rares fois de sa vie où il a pris le taxi. Lui qui était stalinien ascétique, il a pris un taxi, il a eu un énorme accident. Et il ne s'est jamais remis de cet accident, ça l'a énormément diminué. Et moi, comme je voulais le sortir de l'anonymat dans lequel il était un peu plongé, j'ai beaucoup contribué à le faire connaître. Je l'avais présenté à un jeune type qui s'appelait Émeric Monville et qui déjà faisait une petite revue qui s'appelait L'Évadé. Et puis après, qui a monté une maison d'édition qui s'appelle... Les éditions Delga. Les éditions Delga, voilà. Et moi, je l'ai présenté assez généreusement à Plouskar. Et lui, au lieu de m'en remercier, a essayé de me séparer de Plouskar parce qu'il voulait prendre le contrôle sur lui. Il avait un côté intrigant, je dirais, c'est pas une belle âme, hein, entre guillemets. Et donc, il s'est ingénié à monter Plouskar contre moi. Et Plouskar, à un moment donné, comme c'était un vieux stalinien, qui était très rigoureux sur l'analyse des échecs, mais aussi des réussites, on va dire, du socialisme réel, c'est-à-dire de l'URSS. En revanche, comme beaucoup des gens de cette mouvance, dès qu'on parlait du camp opposé, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler le fascisme, là, ils étaient dans le gauchisme intégral. Il n'y avait plus aucune nuance, c'était Hitler le diable, Mussolini, etc. Et en fait, comme moi, j'ai commencé à tenter une approche de troisième voie et de créer des ponts avec notamment la nouvelle droite. C'était ce qu'on a appelé le complot rouge-brun. Hein. Il y a des gens qui se sont occupés de nous faire la peau. Je pense qu'il a aussi pris peur, en tant que vieux Stahl, on va dire, de dire que le type qui le faisait connaître et qui se réclamait de lui, qui était moi, pouvait être considéré un peu comme un sympathisant fasciste, puisqu'en fait il y avait quand même une résistance d'extrême gauche et une résistance d'extrême droite contre le consensus libéral-libertaire. Et du coup, on lui a tenu la main pour écrire un texte pour me désavouer en disant que j'avais basculé dans le camp fasciste, c'est-à-dire que finalement, on l'a forcé à se soumettre à la propagande qui était ma diabolisation, qui avait déjà commencé. Et je n'en ai pas vraiment voulu, parce que je savais qu'il était, il est mort quelques temps après, et surtout des gens qui étaient de son entourage, de son époque universitaire, puisqu'il avait passé un doctorat d'État, hein, c'est un gros doctorat, avec son livre le plus sérieux, parce qu'il y a deux livres qu'il faut lire chez Plouskar, c'est à la fois Le capitalisme de la séduction, parce que c'est le plus accessible, et que c'est très agréable à lire, et sa thèse de doctorat d'État qui s'appelle L'être et le code, procès de production d'un ensemble précapitaliste chez Mouton, qui est un éditeur belge. J'ai pardonné, je dirais, à Plouskar. J'avais simplement eu une petite phrase un peu méchante la dernière fois qu'on avait échangé. Vous êtes un grand penseur, mais un petit homme. Voilà ce que j'avais dit. Et il m'avait dit, parce qu'il était très profondément marqué, il m'a dit, c'est pas faux, d'un air de dire, je n'aime pas le grand homme est un truc de droite, quelque part. Donc il avait acquiescé. Et comme quoi il était, je veux dire, marxiste-léniniste jusqu'au bout. Hein, pas de mythe du grand homme, même chez les penseurs. Toujours dans l'idée de l'être collectif et du penseur collectif. Ce qu'a dit sur moi Plouskar n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que pour moi, c'est le grand penseur marxiste et de la gauche sérieuse, le plus grand d'après les années 70, on va dire. Et son œuvre mérite d'être lue et relue, notamment Le capitalisme de la séduction, mais aussi le traité de l'amour fou, qui est une approche marxiste de la question de l'amour, qui était un dialogue avec Denis de Rougemont. C'est vraiment un très très grand penseur, Plouskar, et à fréquenter, il était très intéressant parce que il était passionné de rugby, il avait l'accent du sud-ouest, il avait vraiment le sens de la punchline. Hein, quand il disait l'idéologie du désir, c'est bien, mais le désir socialisé n'est jamais que l'expression du pouvoir d'achat. Il avait des fulgurances comme ça, où il pouvait faire fermer sa gueule à peu près n'importe qui, avec cet accent du sud-ouest. Il était absolument anti-jargonneur, quoi. C'était vraiment l'anti-Derrida absolu. Il méritait vraiment d'être connu, méritait d'être respecté, et il faut revoir sa seule prestation publique connue, qui est son invitation, au départ comme faire-valoir face à ces gars-là, chez Pivot, à l'époque où ça s'appelait Apostrophe, je crois. Il fait une prestation époustouflante, de rigueur et de sérieux, avec une pointe d'humour. Quand j'admire quelqu'un, je n'attends pas de renvoi d'ascenseur. Je le dis d'ailleurs pour d'autres gens. Il y a des gens que j'admire énormément, sans doute que eux me méprisent et me crachent à la gueule. Ça change pas, à mon avis, sur leur travail. Je pense que j'ai, entre guillemets, cette virilité-là. Je ne suis pas dans une logique de renvoi d'ascenseur. Donc Plouskar a sans doute pensé que ma trop grande sympathie pour Le Pen était une faute selon lui. C'est son jugement. Peut-être qu'avec le recul, il n'a pas totalement tort, mais moi, ça me semblait en conscience le chemin à faire à l'époque. Essayer de rapprocher
ce qui restait de sérieux du PCF à ce qu'il y avait de respectable du Front National, et que s'il n'y avait pas cette alliance, on ne pourrait jamais de toute façon lutter efficacement contre le système. Et d'ailleurs, si on prolonge ce raisonnement, chaque fois qu'un type honnête, je pense à celui qui a pensé le RIC, quand Étienne Chouard a dit « j'essaye simplement de faire converger l'opposition de gauche et l'opposition de droite contre le système, sous-entendu je suis un gentil », il faut bien comprendre que ce sont les gens dont le système a le plus peur et les gens que le système punit le plus violemment. Et il faut voir d'ailleurs comment ça a fini pour Chouard, qui l'a puni et sur quelles questions. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Oui, non, mais... Et donc là-dessus, je me sens assez droit dans mes bottes. Je pense que si on veut lutter efficacement contre le système mondialiste, il faut arriver à réconcilier, je dirais, la gauche du travail et la droite des valeurs. Ça demande de tendre la main à des gens dont tout a été fait pour les monter contre nous et nous opposer. Et que finalement, maintenir cette espèce de barrière de vigilance est sans doute la manière la plus lâche et la plus vicieuse de collaborer. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure le tournant des années 80, le virage dans le domaine de la branchitude, dans ce qu'on appelle la vie intellectuelle. Vous pouvez revenir sur ce sujet ? Oui, parce que tout s'articule. Le marqueur de changement d'époque, on passe des années 70 aux 80, souvent on n'y pense pas, mais c'est les nouveaux philosophes et c'est la réduction de l'expérience socialiste soviétique au goulag. C'est d'un seul coup des gens qui venaient de l'extrême gauche et pas du tout de la droite ni de l'extrême droite et qui étaient Mao et qui étaient même souvent des gens qui pensaient que le Parti communiste était devenu un parti petit bourgeois. Il faut voir où étaient ces gens-là en mai 68. Ils en étaient à critiquer le PC parce que pas assez communiste. Et tout à coup, à la fin des années 70, ils découvrent le goulag et le goulag devient la monstruosité symétrique au camp de concentration avec une petite nuance, on sait, la Shoah. Et ils se mettent à dégueuler sur tout ce qu'ils avaient aimé et surtout ça leur permet, on voit bien qui c'est, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, d'opérer un virage radical du soviétisme et de la révolution socialiste avec cette idée sous-jacente d'arriver à une domination mondiale par la voie révolutionnaire de gauche. Et puis d'un seul coup, comme ils voient que c'est foutu, puisque l'URSS est en train de s'effondrer, ils basculent pour le même but, c'est-à-dire une unification du pouvoir mondial, du côté impérialiste américain, militaire, et ils se mettent à opérer un virage à 180 degrés et à devenir ce qu'on appelle des néocons, néoconservateurs français. Et là, c'est clair, ils sont toujours là, d'ailleurs, ils font toujours le même boulot. Ça commence donc au niveau politique avec les nouveaux philosophes, et ça a des conséquences, puisqu'on passe en même temps de la manif au nightclubbing, et on passe du mépris de gauche de ce qu'on appelle la réclame, c'est-à-dire de ce qui favorise la consommation, donc de l'avoir contre l'être, si on veut prendre des catégories assez classiques, avec le travail de notamment Ségala, de la publicité comme 8e art, où tout à coup on met beaucoup d'argent et on va chercher du talent pour effectivement basculer d'une critique de gauche de la consommation à une apologie par l'esthétique de la consommation, et ça passe par la montée au pinacle de la publicité, et c'est le rôle de Jacques Ségala. Et puis ça d'ailleurs à cette époque-là des publicités assez belles, assez spectaculaires, avec beaucoup de budget. On pense à Châtillaise, Gould, Mondino, etc., etc. Et moi j'ai vécu cette époque-là et j'en ai même un peu bénéficié. Comme j'avais écrit les mouvements de mode expliqués aux parents, j'étais considéré comme le pape de la branchitude et qu'il fallait que je mange. À l'époque, on me donnait beaucoup d'argent pour faire de la tendance. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se vendre demain en réalité. Et j'ai joué ce jeu-là un peu, j'ai pris un peu d'argent et puis très vite, pareil, ça m'a dégoûté parce que j'ai vu que c'était quand même aller tapiner pour le grand capital. Et à l'époque, il y avait le centre de communication avancé de Bernard Catla, qui était le pape du positionnement stratégique. Il y avait le planning stratégie, il y avait des stratégoplaneurs, des espèces d'intitulés comme ça, de type qui venaient de la sociologie assez marxiste au départ, et qui se mettaient au service, effectivement, de la publicité. Et tout ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, on est encore passé à autre chose. Et j'ai été dans ce bain, j'ai été un peu approché, j'ai un peu pris de pognon dans ce monde-là. Et puis, à chaque fois, effectivement, j'ai senti que ça puait. Et puis, j'ai bougé. Mais si j'étais resté, aujourd'hui, je ferais partie de la bande Ariel Wiesman, Bec BD, qui, eux, effectivement, sont passés à la caisse en faisant semblant de pas voir le mensonge et les contradictions. Soit ils les ont pas vus, c'est-à-dire que c'est pas très fin, soit ils ont fait comme s'ils les voyaient pas, parce qu'effectivement, il y avait un intérêt matériel à ne pas voir. C'est toujours pareil, il y a un prix. Il y a toujours un prix à payer. Alors aujourd'hui, le monde a les yeux braqués sur le conflit entre l'Occident collectif et la Russie, en Ukraine. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a 30 ans, on a vu la répétition générale de ce grand jeu dans le conflit... Le conflit yougoslave, voilà. Évidemment. Oui, le conflit yougoslave, c'est 90. Et c'est pareil, alors il y a eu 80, les nouveaux philosophes, la liquidation
jeter le bébé du marxisme avec l'eau du bain de l'échec du socialisme réel soviétique. Ça a arrangé plein de monde. Et on voit bien que c'est allé crescendo dans la dégueulasserie, parce qu'en fait, toute cette dégueulasserie, moi, j'incrimine pas la droite. La droite, on va dire, libérale de type Raymond Aron, elle est restée toujours sur ses positions, assez claires. Moi, ça m'a jamais intéressé. Mais c'est pas eux qui ont fait le sale boulot. Le sale boulot est venu systématiquement de la gauche et de la trahison de gauche. Et la première étape, effectivement, c'est les nouveaux philosophes. Marx égale goulag, en plus en disant que c'est intrinsèque, c'est-à-dire que Marx ne peut amener qu'au goulag, donc libéral. Et puis après, c'est sur la question yougoslave où on a, ça accompagne l'effondrement. Alors, il faut comprendre toujours, faut faire de l'histoire et de l'économie. Il y a l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire Gorbatchev fait une tournée de liquidation de l'Empire soviétique, avec beaucoup de naïveté d'ailleurs et de générosité, parce que je rappelle que c'est les élites communistes russes qui ont décidé de mettre fin à l'expérience soviétique. Il n'y a pas eu une prise de pouvoir de l'opposition. Et puis Elstine, c'est jamais qu'un cadre communiste qui enlève l'étoile rouge et qui met une casquette Coca-Cola pour rester en place. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas l'opposition anticommuniste qui a pris le pouvoir. C'est les élites communistes qui ont dit foutu pour foutu, on arrête l'expérience et on passe. Alors Gorbatchev, lui, il a assumé, il passe pour le perdant de l'histoire, ce qu'il est d'ailleurs. Et puis les autres, ils ont changé de casquette. Mais les conséquences de ça, c'est que la Yougoslavie n'était pas dans le pacte de Varsovie. C'était en fait, le titisme était un peu l'équivalent de ce qu'était De Gaulle dans l'atlantisme. C'est-à-dire, De Gaulle, c'était l'emmerdeur du camp atlantiste, et Tito, c'était l'emmerdeur du camp, on va dire, socialiste. Et pour être l'emmerdeur du camp socialiste, il était son déficit était entièrement financé par les banques occidentales. Et quand il y a eu la liquidation de l'URSS, les banques occidentales n'ont plus vu l'intérêt de maintenir la Yougoslavie en place. Et là, on a deux entités qui se sont jetées sur la Yougoslavie, c'est les Américains et les Allemands, qui ont voulu se partager le gâteau, et qui donc, c'est les Américains qui ont commencé. Alors si on veut bien suivre ce dossier-là, parce que c'est des séquences historiques, il faut lire de Michel Colomb, avec qui je suis en froid, mais je vous dis, il a quand même fait un bon travail sur des tas de sujets. Il avait sorti un bouquin à l'époque sur la sociologie profonde de la disparition de l'Yougoslavie qui s'appelle Poker menteur, dans une maison d'édition qui était la sienne à l'époque, qui s'appelle EPO. Ça aurait peut-être le coup de le rééditer. On voit bien que les Américains ont dit on vous renouvelle le crédit et on annule la dette à condition que vous fassiez une sécession unilatérale de la Fédération de Yougoslavie. Et ça, c'était la Slovénie, je crois, et la Croatie. Et c'est comme ça que ça a éclaté. Et à un moment donné, les Serbes qui voulaient maintenir l'unité, parce qu'en fait, l'unité yougoslave, qui est une fédération, fonctionnait parce que Tito était un Croate qui s'appuyait sur une majorité serbe. Donc c'était ce tandem des deux grands peuples des Balkans. C'était une espèce d'alliance serbo-croate incarné par Tito. Faut être précis. Les Serbes ont essayé de maintenir la fédération yougoslave parce qu'ils voyaient bien que l'éclatement de la Yougoslavie n'amènerait pas à un sursaut de liberté de ces entités, mais à une disparition. Aujourd'hui, la Croatie a totalement disparu de la planète politique et diplomatique. Et moi, j'ai connu des gens qui ont combattu pour la disparition de la Yougoslavie, parce que pour eux, c'était quand même un pouvoir serbe, et qui aujourd'hui admettent, depuis déjà 10 ans, que la Croatie a tout perdu par la disparition de la Yougoslavie. Et donc, Milosevic, pour défendre l'unité yougoslave, est tombé dans un piège qu'on lui a tendu, qui s'appelle la Grande Serbie, qui a été immédiatement identifiée. Et c'est la répétition de ce qui arrive aujourd'hui avec Poutine, c'est-à-dire qu'on veut détruire leur monde, ils résistent, on les pousse vers une radicalité, et d'un seul coup, les Serbes, derrière Milosevic, avec leur tentative de prolonger la Yougoslavie par la Grande Serbie, se font traiter de nouveaux nazis. Et qui fait le boulot, comme par hasard? Médecins du Monde, qui est une dissidence de Médecins sans frontières, parce que le mec de Médecins sans frontières restait à peu près respectable, on l'a un peu oublié. C'est Broman. Oui, c'est Broman, qui était plutôt un type respectable. Et là, on a la figure de Kouchner, avec Médecins du Monde, qui sortent des affiches modélisées, camp de concentration, les Serbes nouveaux nazis, alors que je rappelle qu'historiquement, c'est les seuls qui se sont libérés militairement du nazisme. Et là, on voit, c'est marrant, nos nouveaux intellectuels qui se mettent en place, issus du mouvement néoconservateur français et de la trahison de leur jeunesse de gauche, choisissent chacun un camp. Finkielkraut se retrouve pro-croate, Bernard-Henri Lévy pro-bosniaque, et comment elle s'appelle, étonnamment, Elisabeth Lévy, pro-serbe, pour des raisons que je connais, puisque j'ai connu un officier qui assurait ma sécurité quand j'étais au Kosovo avec Xavier Moreau, que je connais donc depuis cette époque-là, était l'amant d'Elisabeth Lévy. Donc elle était pro-serbe par la cuisse. Souvent les femmes d'ailleurs ont une approche politique assez physique. Mais c'était marrant parce que tout ça, ça obligeait à choisir son camp et donc à accélérer en fait l'éclatement de la Yougoslavie. Et on voit à chaque fois les mêmes acteurs placés pour continuer ce travail de destruction, toujours au service in fine de l'impérialisme américain, quand on voit. Et à la marge, effectivement, du 4e Reich allemand, c'est-à-dire les Américains
et les Allemands ont fait leurs courses et ont bénéficié de l'éclatement. Et nous, on a fait le sale boulot pour rien, alors que les Serbes étaient nos alliés historiques. On a validé le bombardement pendant 70 jours de la Serbie et de Belgrade. Tout ça est balayé par la courte mémoire du pouvoir. L'intérêt que j'ai, moi, c'est que j'ai vécu tout ça et que je m'en souviens, et qu'il faudrait un jour faire presque un travail, je dirais, de livre d'histoire, étape par étape, de montrer ce qu'a été la fin des années 70, les années 80, les années 90, et les grands marqueurs, nouveaux philosophes, guerre de Yougoslavie, après il y a la guerre du Golfe, on va pas tout faire, mais où à chaque fois on a vu s'aggraver la trahison des représentants de la gauche, qui sont devenus pour moi la vraie extrême droite, et qui, pour le cacher, ont traité d'extrême droite des gens comme moi qui en fait essayaient de maintenir une position de gauche sociale et de gauche sérieuse, pour reprendre les catégories non frivoles de Kluskar. Et on a en fait ce qu'on appelle une inversion de sens totale, et ce qui amène aujourd'hui à ce qu'on appelle l'empire du mensonge. Tout est de l'ordre de l'inversion accusatoire et de l'obscénité, dont le terme d'ailleurs yiddish est chutzpah, je crois. Je ne dériverai pas plus loin. Pour changer de sujet peut-être plus conceptuel, récemment, vous avez mis en ligne un cours magistral où vous revenez sur la distinction entre société organique et société de contrat, en insistant sur le fait que cette alternative n'est pas un choix. Ça n'a peut-être pas toujours été compris, le fait qu'il ne s'agisse pas d'un choix. Je regarde les commentaires sur le site. Alors évidemment, les gens qui écrivent des commentaires, souvent, il y a une psychologie du commentaire, c'est qu'ils veulent briller un peu dans un texte pas travaillé et très court, où ils font un peu les malins par rapport à un travail qui est quand même un travail sérieux et construit. En général, c'est assez apodictique, tu sais, c'est voilà, ils ont la vérité, eux, et puis c'est en 2 phrases. Et malheureusement, j'ai lu les commentaires et je constate tristement que même si les niveaux des commentaires sur le site Égalité et Conscience est bien supérieur aux commentaires qu'on trouve partout ailleurs, les gens n'ont pas compris quel était mon propos. C'était de dire que le passage de la société organique à la société de contrat n'était pas un choix esthético-politique, c'était une conséquence de type hegelienne de ce qu'on appelle du passage de la quantité à la qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un accroissement démographique d'un pays, une gestion de type organique devient strictement impossible et on passe fatalement à une gestion de type contrat. Et celui qui l'a théorisé, comme par hasard, c'est Jean-Jacques Rousseau, et comme par hasard, bien que ce soit un Genevois comme moi, il pense en France, à Paris, qui à l'époque est le pays le plus peuplé d'Europe, ce qu'on appelle la Chine de l'Europe, puisque on ignore tout du reste du monde d'une certaine manière, et c'est pas un hasard si celui qui a théorisé le contrat social, qui est quand même son maître livre avec de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui montre qu'il est le premier penseur dialectique de l'histoire par rapport à Voltaire, qui à mon avis est très inférieur intellectuellement. On a donc un type qui est en France et qui est un penseur génial, qui est Jean-Jacques Rousseau, et qui est le penseur de la modernité de l'époque. Il a un coup d'avance, puisqu'il anticipe sur la Révolution française, et qui dit, voilà, la fatalité, je dirais, liée à un accroissement démographique, c'est que ça, pour pouvoir opérer une gestion politique d'une masse de gens, nécessairement doit s'opérer dans l'histoire. Et là, il y a un côté pré-marxiste, tu sais, c'est le rapport infrastructure-superstructure. C'est pas une décision, ça n'a rien à voir avec une volonté politique, c'est inéluctable, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de passer d'une gestion organique à une gestion de contrat. Et alors après, j'ai expliqué ce que c'était. Alors, il y a eu des critiques qui ont dit « Ouais, mais déjà, la France n'était plus une société organique, parce que pour eux, organique, c'est strictement clanique ou tribal, tu vois. » Et effectivement, le royaume de France n'était pas un royaume tribal, mais on était quand même dans une société organique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux forces politiques qui dominaient la France. L'une qui était aristocratique, donc qui était la hiérarchie par le sang et l'hérédité. Là, on est encore dans l'organique. Et de l'autre côté, l'idéologie dominante par la transcendance qui était l'Église. Et là aussi, on est dans l'organique au sens guénonien ou évolien. Donc, on était bien dans une société qui était encore organique et qui était en train d'éclater à cause des limites de l'efficacité fonctionnelle, de l'organique, dans une société qui avait largement dépassé la quantité de gestion possible par l'organique. Et on voit que celui qui comprend ça et qui le fait en premier, c'est Louis XIV en réalité, avec Colbert, qui est déjà une gestion bourgeoise avec les manufactures, et que d'ailleurs le colbertisme analyse toutes les obsolescences qui empêchaient la marche en avant, qui était déjà le progrès. On est déjà dans du pré-capitalisme, et on voit bien qu'ils étaient obligés de gérer toutes ces pesanteurs historiques de type organique, et que celui qui a lancé la machine, c'est Louis XIV. Et donc Louis XIV, il est au sommet du système, il liquide d'une certaine manière l'aristocratie, c'est-à-dire l'organique fonctionnel, en s'appuyant sur du bourgeois, c'est déjà Colbert, les manufactures et tout ça, et ce qui fait qu'il est déjà, je dirais, le type qui lance la Révolution française, puisqu'en fait il se retrouve un roi éminemment organique, au-dessus d'un système dont il a lui-même engagé la désorganicité et mis en place du contractuel. Donc effectivement, après Régence, Louis XVI,
dégagé puisque devient inutile. Et on voit bien que toute l'histoire de la Révolution française, qui est l'application des encyclopédistes, et qui sont d'ailleurs, d'Alembert est un mathématicien, enfin tout ça c'est dans mon dernier bouquin, on voit bien que c'est une gestion de type mathématique appliquée, qui a à voir avec la société de contrat. Pareil, je pourrais creuser encore, société de contrat, au début, c'est société, on passe société familiale, SARL, société à responsabilité limitée, puis société anonyme, de gens qui contractent, qui ont des liens qui ne sont pas des liens organiques, puisque les liens organiques sont des liens familiaux ou post-familiaux ou familiaux étendus, et qui donc, n'ayant pas de lien de type organique, sont obligés de se lier par un contrat, qui est effectivement, on est dans le monde là, de l'abstraction, des mathématiques appliquées. Donc c'était ça le sujet. Évidemment, c'est un sujet complexe, raffiné, qui demande de travailler sérieusement, et je demande aux gens qui aiment bien pondre des petits commentaires sur le site, de se hisser au niveau du sujet. Alors évidemment, les gens me disent ouais, c'était déjà plus une société organique, puisque pour eux, organique, c'est des papous, quoi. Mais en fait, une monarchie théocratique a une dimension organique encore très profonde, effectivement, qui rentre en contradiction avec elle-même. Et là, on est dans du marxisme, en réalité. Quand une société rentre en contradiction avec elle-même, elle est obligée de se transformer, et à un moment donné, elle se transforme de manière brutale, puisqu'il n'y a jamais... la superstructure ne cède pas le pouvoir volontairement. À un moment donné, aggravation des contradictions, saut qualitatif brutal. Donc, en plus, c'est assez marxiste comme analyse. Donc, j'invite les gens à réfléchir plus sérieusement à cette opposition société organique, société de contrat, qui est une fatalité de la modernité et des collectifs humains importants, alors que les identitaires, très naïvement, parce qu'ils ont une culture de droite assez pauvre, pensent que de retourner à une société organique pour sortir effectivement de la froideur et de la laideur et des contradictions de la société de contrat, c'est juste une volonté politique. Et là, on est dans du Rochdy. Malheureusement, ça ne peut pas se faire comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives, on le sait, puisque si on veut creuser, l'épopée fasciste, c'est une tentative d'essayer de réintroduire de l'organique dans une société de contrat, d'une certaine manière. Le dialogue entre Marx et Proudhon peut aussi se lire avec cet angle-là. Le travail de Sorel, avec la nécessité, étant marxiste d'un côté, mais de retourner à la nécessité du mythe, des héros, etc., se pose cette question que la société de contrat pure a une dimension de froideur et donc de dislocation par le manque de fraternité, qui explique aussi, si je veux digresser, pourquoi on a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Liberté étant liberté de culte, égalité étant par rapport à la hiérarchie de la noblesse. Donc c'est bien liquidation du clergé et de la noblesse, mais fraternité est un terme organique, parce que sinon ça serait solidarité. Or fraternité, c'est les frères. Donc on voit bien que même dans la devise française, ceux qui font la Révolution savent qu'ils mettent en place une société de contrat qui se libère de l'Église et de l'aristocratie, qui sont deux types de gestion organique, mais au sens non papou du terme, mais qu'ils savent très bien qu'il y a une dimension de froideur qui va empêcher la fraternité, et donc ils mettent un troisième terme qui ne puisse pas dans leur matrice progressiste, qui vont chercher dans la chaleur organique. Et donc c'est liberté, égalité, fraternité, tout est dans la devise. Et si on voit, si je veux prolonger la digression, qu'est-ce qu'a été la Révolution nationale de Pétain, on le voit par le changement de devise, où là c'est travail, famille, patrie, ce qui n'est pas dans le bon ordre. En réalité, c'est d'abord famille, travail, patrie, parce qu'on passe de la famille à la patrie par le travail. Ça aussi, c'est les articulations. Et on voit bien que la Révolution nationale se pose, comme tous les courants fascistes de l'époque, essayer de sortir de la froideur du mensonge républicain, qui est une fausse fraternité, pour réintroduire de l'organique. Et on voit bien, dans le passage de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, avec ce mensonge de la fraternité, à une devise néo-organique qui est travail, famille, patrie, qui devrait normalement s'articuler logiquement famille, travail, patrie. Patrie qui est la terre des pères, qui n'est ni la nation, ni la République. Donc là, on a bien ce dialogue société de contrat, société organique, et cette tentative, au moment des épopées fascistes, qu'on qualifie à juste titre d'antiprogressistes et de droite, l'intuition que pour sortir des contradictions qui amènent à la Première Guerre mondiale et d'après de l'entre-deux-guerres, il y a un problème des limites et du mensonge de la société de contrat rousseauiste, et là on peut critiquer les limites du génie rousseauiste, qui est génial en 1750, et forcément un génie 1750, quand vous laissez le truc se déployer 2 siècles après, les contradictions apparaissent, parce que lui, il est sur les contradictions du système d'avant. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Jacques Rousseau de ne pas avoir pensé au-delà de la temporalité humaine et historique. C'est le génie de son époque. Et aujourd'hui, c'est facile de critiquer les limites du rousseauisme, mais lui, à l'époque, il a fait le travail qu'il devait faire
pour son époque. Et donc on a bien tous ces gens qui se posent cette question, Barrès se la pose, Maurras se la pose, puisqu'il est pour retourner, alors qu'il n'est ni aristocrate ni croyant, il veut retourner à la royauté, au catholicisme, religion d'État. Donc il est aussi pour réintroduire de l'organique dans une société de contrat qui a failli. Et on voit bien d'ailleurs que c'est pas un penseur réactionnaire, parce que lui en fait il n'est pas pour la restauration. Il est pour dire qu'après, on va dire, je vais dire 2 siècles, c'est sans doute un peu moins, 2 siècles d'expérience républicaine, il analyse les contradictions du républicanisme, qui sont justement ses limites et les mensonges de la société de contrat, et dire qu'il faut réintroduire de l'organique en revenant au roi et à l'Église. Et c'est là qu'on comprend effectivement ce dialogue société de contrat, société organique, qui est d'une certaine manière toujours là, mais qui, contrairement à la pensée un peu pauvre des identitaires, qui est une sensibilité juste, pense que c'est simplement, allez, on retourne à une société organique. Et on pourrait prolonger sur comment aussi revenir au catholicisme. Le catholicisme implique la grande propriété foncière et un pays majoritairement agricole. Dès lors que le pays, je vais peut-être arrêter la digression là, parce que il y en a qui vont pas pouvoir suivre, et on va avoir encore des commentaires idiots sur le site, et ça me désespère. Alors tout à l'heure, vous disiez que le positionnement que vous avez choisi correspondait pour ER, correspondait à votre personnalité, un positionnement raffiné, paradoxal, un peu subtil. Vous avez fait néanmoins récemment un appel... Pas peu subtil, subtil. Subtil, oui, à l'Union des Patriotes. Quel prolongement peut-on en attendre, cette Union des Patriotes? Moi j'ai fait référence à un truc d'ailleurs qui est un peu une boutade, c'est au CNR, parce qu'on sait bien que le CNR nous renvoie quand même assez loin de là où on veut aller, mais c'est un truc incritiquable, parce que c'est à un moment donné, on est occupé par les Allemands, alors aujourd'hui c'est d'autres Allemands, et qu'à un moment donné, face à l'urgence de se libérer des Allemands, il faut que les gens qui sont des patriotes, c'est-à-dire qui ne sont pas des collabos, s'unissent sur un socle minimum pour faire le travail préalable qui est de virer les Allemands. Une fois qu'on a viré les Allemands, on peut rediscuter, mettre en place une constituante avec Chouard, si on veut. Et donc, ça me paraît logique aujourd'hui, compte tenu de la gravité de là où en est la France, que les gens qui ont quand même fait l'analyse critique à peu près cohérente de pourquoi on en est là où on en est, donc qui sont anti-cancel, anti-woke, anti-LGBT, qui ont quand même décelé que l'Amérique n'était pas notre ami, que l'Union européenne était plutôt traître à l'idée d'une Europe puissance, etc. Là, on peut mettre Rougeron, on peut mettre même Chouard, on peut mettre Gave, enfin on peut mettre vraiment beaucoup de monde. C'était l'idée, au lieu de se tirer dans les pattes, qui est quand même une spécialité aussi de notre petit monde, avoir un socle commun minimum de travail et de convergence, et laisser de côté comme du temps où Le Pen d'ailleurs arrivait à faire l'union sacrée d'une certaine, qu'on appelait l'extrême droite, parce qu'il arrivait à concilier les païens et les cathos. Il arrivait à le faire sur son charisme, sa plasticité, son intelligence aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, cette mouvance qui était très disparate a réussi à devenir une force politique importante, puisque sans parler de Marine, qui était une stratégie très ambiguë, la dédiabolisation qui est en fait une normalisation, Le Pen arrivait, sans trahir trop ses fondamentaux, à agréger un électorat proche de 20%. C'était quand même quelque chose de spectaculaire, parce que l'extrême droite en France n'a jamais dépassé les 1%. Il était quand même, lui, passé, avec un coup de pouce de Mitterrand, donc on ne va pas reparler, mais il était quand même passé de 1 à pratiquement 20. Et aujourd'hui, l'idée, ça serait avec... alors on n'a pas le nouveau Jean-Marie Le Pen, on l'a pas. Je veux pas me mettre en avant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire un nouveau CNR. Alors ça a été très bien accepté par Juvin, mais qui est un adulte militaire, un type qui est adulte et responsable. Ça a été très bien reçu par les gens sérieux et le public adulte, mais par contre immédiatement les youtubeurs, on va dire dissidents, y ont vu une atteinte à leur segment de marché. Et ça m'a valu immédiatement l'attaque de Vincent Lapierre, l'attaque de Conversano, et donc j'ai pas besoin d'en dire plus, quoi. Voilà. Et en revanche, c'est une idée qui a été très bien perçue par les gens, quoi, les gens, et puis je veux dire les gens sérieux. J'ai pas vu de critiques fielleuses de Benedetti ou de gens comme ça. Ça permet de bien différencier les gens qui ont pour volonté quand même la défense de la France et du peuple français, et ceux qui sont quand même qui ont vu à quoi pouvait servir le youtubage, échapper au salariat et au monde du travail, ce que je comprends. Ce que les gens ont vu dans mon expérience, malheureusement, quand on a fait ER et que ça a bien marché, c'est du pognon et des gonzesses. Il y en a qui ont surtout vu ça, quoi. Je rappelle que je ne l'ai pas fait pour ça. Je pouvais avoir les gonzesses et le pognon d'une autre façon. Voilà. Alain Soral, merci. On a fini là ?
Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir.